Aujourd'hui, nous allons démontrer l'hypothèse de Riemann. C'est quoi l'hypothèse de Riemann? Donc, hypothèse de Riemann. Riemann, né en 1826, a vécu jusqu'à 1866. Que dit l'hypothèse de Riemann? Que θ de S égale 0, ça implique que réel de S égale 1,5 avec θ et la fonction zeta de Riemann et S égale sigma plus IT sigma T appartenant à 0, 1, 3, moins l'infini, 0, union, 0 plus l'infini. Voilà. Donc ça, c'était l'hypothèse de Riemann. θ de S égale 0, ça implique que réel de S égale 1,5. Avec donc θ et la fonction zeta de Riemann. Et S est égal à sigma plus IT avec sigma T dans 0, 1, moins l'infini 0, union 0 plus l'infini. Ok? Voilà. Ça, c'est l'hypothèse de Riemann. On va donc démontrer l'hypothèse de Riemann. Ok, démonstration. De l'hypothèse de Riemann par Zamory Mourad. Zamory Mourad, c'est bon. Voilà. L'hypothèse de Riemann, c'est quoi? L'hypothèse de Riemann. Donc, si on considère que S est un zéro non trivial de θ, θ de S donc égale 0, ça implique que réel de S est égal à 1,5. Voilà. Et θ, c'est la fonction de Riemann dont on a parlé, prolongée analytiquement sur C. Aujourd'hui, on sait que tous les zéros non triviaux de θ sont sur la bande critique qu'on appelle B. Voilà. Alors, c'est quoi B? C'est quoi la bande critique? Donc tout d'abord, on va définir la bande critique. Qu'est-ce que la bande critique? Voilà le plan C. Imaginaire, l'axe des imaginaires ici.
L'axe imaginaire, c'est IT, hein, T positif. Et ici, c'est IT, T négatif. Ok, ici, c'est 0. Ici, on va prendre le 1 et le 0. Et donc, le 1,5 est à peu près ici. Hein. Ça, c'est 1,5. Voilà. On trace la verticale 1 qui passe par 1. On trace la verticale qui passe par 1,5. Voilà. Et le domaine, on appelle ça le domaine D1. On appelle ça le domaine D2. On enlève ça rentre pas. Pourquoi? Parce que θ diverge lorsque S est un réel entre 0 et 1. Ici, θ diverge. Θ de sigma diverge. Sigma entre 0 et 1. Ok? Donc, θ de sigma, somme de 1 sur n puissance sigma, sigma entre 0 et 1, ben la série diverge. Hein. Et ici, plus grand que 1, réel de S plus grand que 1, θ converge. Donc ici, elle converge. Ici, pour sigma égale 1, réel de S égale 1, elle diverge. Et on enlève la verticale 0 parce que sigma ne doit pas atteindre 0 ici. Donc ici 0 et 0. Et on définit la bande critique. Donc la bande critique est B est égal D1 union D2. Alors, c'est quoi D1? C'est égal tous les complexes Z, par exemple, okay, dans C, tel que Z est égal sigma plus IT avec le couple sigma T appartenant à 0, 1, croix 0 plus l'infini. Voilà. 0 plus l'infini. Ça, c'est D1. Donc, D2 c'est ici, hein, D2, c'est égal à un Z, n'importe lequel, ou W, si vous l'appelez W, hein, W. Dans C, tel que W est égal sigma plus IT. Donc sigma ici est entre 0 et 1. Ça c'est sigma. Elle parcourt tout ça, sigma. Sigma plus IT, sigma T appartenant à 0, 1. Croix moins l'infini 0. Voilà. Ça c'est le T, ça c'est le sigma. Voilà. Ça c'est le sigma, ça c'est le T. Voilà. D1 union D2, c'est la bande critique. Critique. Voilà. On remarque donc D1 inter D2 est égal à l'ensemble vide, bien sûr. D1 et D2, ici D2, hein.
D1 et D2, ils sont séparés ici. Voilà. Ce sont deux ouverts. Ce sont deux ouverts simplement connexes. Ce sont deux ouverts connexes qui sont séparés. Alors, ici, ils ne se touchent pas. Ici, donc, on enlève le 0 parce que le sigma ne doit pas atteindre 0. Et ici, le sigma ne doit pas atteindre 1. OK? Voilà. Donc, on définit ainsi la bande critique. Et on a dit, donc, tous les zéros non triviaux de θ, ils sont quelque part là, 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 n'importe où sur la bande critique. Ça, on le sait. Mais on ne sait pas s'ils sont tous sur l'axe ici. Donc, en bleu, l'axe ici. L'axe, il appartient à D2 et appartient à D1. Et ce point-là, il n'appartient pas, le point 1,5. OK? Donc, ici, j'appelle ça l'axe S est égal, ou Z est égal 1,5 plus IT, T positif. Et ici, S égale 1,5 plus IT, T négatif. Voilà. Les deux axes-là, le demi-axe-là, il appartient à D1, et le demi-axe vers le bas, il appartient à D2. Et ils sont séparés ici. Ça, c'est la bande critique. Pourquoi on sépare ici? Parce que l'état de demi diverge. C'est pas la peine de chercher un zéro ici. Hein. Voilà. Ok, maintenant qu'on a la bande critique, on a le domaine D1 et le domaine D2. Qu'est-ce qu'ils ont, ces domaines D1 et ce domaine D2? Voilà. Maintenant, on va avancer un peu. On va le redessiner ici parce qu'il est beau. Hein. Voilà. Plus proprement ici. Ici, on a D2. Ici, on a D1. Ici, 1,5 plus IT, T positif. Ici, 1,5 plus IT, T négatif. Ici, c'est interdit. Ici, on ne prend pas. Ici, on ne prend pas. Ici, on ne prend pas. Voilà. Ici, c'est IT, T positif. Ici, c'est 0. Ici, 1,5. Ici, 1. Ici, réel de S plus grand que 1. Donc, elle converge. Ici, IT, T négatif. Et ici, donc 1 plus IT. Ici, 1 plus IT, T négatif. Et ici, T négatif. T positif. T positif. Voilà. Ici, c'est T positif. Voilà. Ça, le domaine D1, D2 et D1 union D2. Donc, D1 union D2 est égal à la bande critique. On l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Une fois nous avons ça, maintenant, pour démontrer donc que tous les zéros non triviaux sont sur l'axe, j'ai besoin de démontrer un théorème. Okay? Alors, le théorème que je dois démontrer, c'est le théorème 1. C'est là que ça commence, hein, il faut suivre maintenant. Même tout ce que je viens de dire, il est connu, hein, mais là, ça commence.
Mais avant le théorème, on va parler de quelque chose que tout le monde connaît hein, jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que soit S dans B, θ de S égale 0, ça implique θ de S bar égale à 0. Pourquoi? Car θ de S bar est égal θ de S bar. Si on met 0 ici, hein, ici on met 0 bar, θ de S égale 0. 0 bar est égal θ de S bar. C'est égal à 0. Donc S bar est un 0. Lorsque S est un 0, S bar est un 0. Ça c'est connu. Hein. C'est pas moi qui l'invente. Et on sait aussi, que Xi et θ ont les mêmes 0. Donc ici, cette truc-là, si je prends S ici ou ici, hein, où vous voulez, hein, ça ne change pas. Donc ici, je prends S, un 0, dans la bande critique. Voilà, on le prend ici. Ça veut dire S bar est un 0 ici. Et comme Xi et θ ont les mêmes 0, et que Xi et Xi de S est égal à Xi de 1 moins S, quel que soit S dans B, parce que c'est valable pour C, donc valable pour B. Si θ de S égale 0, ça implique, c'est équivalent à dire que Xi de S égale à 0, et comme celle-là, elle implique que θ de S bar égale 0, donc et Xi de S bar égale 0, parce que Xi et θ ont les mêmes 0. Ok? Et comme Xi de S bar égale 0 et que Xi vérifie cette égalité, donc finalement θ de S égale 0, ça implique Xi de S est égal à Xi de S bar est égal à Xi de 1 moins S est égal à Xi de 1 moins S bar est égal à 0. Voilà. Donc ici le S 0, donc S bar c'est 0 grâce à θ de S bar est égal à θ de S bar. Et ça implique que 1 moins S bar et 1 moins S, ici, le symétrique, sont aussi des zéros de θ, puisque c'est des zéros de Xi, et ils ont les mêmes zéros. Ok? Voilà. Ça, c'est connu. Hein? Quand vous voyez le truc, ils appellent ça rho bar, A moins rho et A moins rho bar. On les appelle S, hein? Mais là où, etc., c'est nul. Voilà. Une fois on a compris ça, j'énonce le théorème. Là, je ne vais pas m'occuper de 1 moins S bar et 1 moins S, je vais m'occuper de ça. Parce que le S bar est un 0 de θ lorsque S est un 0 de θ, ça vient de θ, ça ne vient pas de Xi. Okay, donc je vais m'approcher, je vais étudier quand est-ce que Xi de S égale Xi de S bar. Quand je trouve les S tels que Xi de S égale à Xi de S bar, eh ben, les zéros de θ, elles doivent vérifier cette condition sur S. Ok, donc théorème 1, soit S donc dans la bande critique, soit S dans B, donc dans la bande critique. Vous prenez ici, n'importe où, hein, n'importe où.
Parce que si je prenais ici, vous allez par la symétrie ici. Si vous prenez ici, par la symétrie ici. Et si vous prenez ici, aussi par le bar, par le bar et par le bar. Le bar, c'est par rapport à cet axe. Et la symétrie, c'est par rapport à cet axe. S dans B. Donc, le théorème, qu'est-ce qu'il dit? Xi de S égale à 0 implique Xi de S est égal Xi de S bar. Qu'est-ce qu'il veut dire ce théorème? C'est très important. Hein? Voilà. Ce théorème, il veut dire quoi? Il veut dire que lorsque je trouve un 0 pour Xi, n'est-ce pas? Je trouve un 0 pour Xi, il doit vérifier les mêmes conditions pour les S telles que Xi de S égale Xi de S bar en cas général, lorsque S et S bar ne sont pas des zéros. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pour ça que cette implication, il faut déjà la démontrer. Ok? Donc, je démontre cette implication. Comment je vais démontrer cette implication? Ben, ça va être facile. Hein? Démonstration. On va utiliser θ. Hein? On sait que θ de S égale 0. θ de S égale 0. Si seulement si, θ de S bar égale à 0. Tout ça pourquoi? Parce que θ de S bar est égal à θ de S bar. Ça, c'est à cause de ça. Ok? Ceci seulement ci, il vient de là. Maintenant, puisque θ et Xi ont les mêmes zéros, ceci est équivalent à dire que Xi de S égale 0. Voilà. Mais Xi de S égale 0, puisque S bar est 0 de θ, si et seulement si, Xi de S bar égale à 0. Parce que ici, j'ai une équivalence. Ici, l'équivalence là, elle vient du fait que Xi et θ ont même 0. Ça veut dire que S bar est 0 de θ, si et seulement si, S bar est 0 de Xi. Ici, S est 0 de θ, si et seulement si, S est 0 de Xi. Et ici, l'équivalence, elle vient de la formule que vérifie θ de S bar est égal à θ de S bar. Ok? On remplace ici par 0, on trouve que θ de S bar égale à 0. Donc, θ de S égale à 0, forcément, puisque θ de S bar, c'est équivalent à dire θ de S bar égale 0, forcément, θ de S est égal à θ de S bar. Dans ce sens, c'est faux. Pourquoi? Parce que rien ne nous dit qu'à chaque fois que θ de S, que Xi de S égale Xi de S bar, que Xi de S s'annule. On peut avoir des Xi de S égale Xi de S bar, mais les Xi de S et les Xi de S bar ne s'annulent pas. Mais s'ils s'annulent, eh ben, alors il vérifie ça, parce que quand ça s'annule, ça fait Xi de S égale Xi de S bar est égal à 0. Donc le sens là, il est faux. Ça veut dire que les racines de Xi, les zéros de Xi, sont inclus dans l'ensemble des solutions de cette équation fonctionnelle. Vous comprenez? Donc, les zéros de Xi, autrement dit, hein, sont inclus dans
l'ensemble des solutions de l'équation xi de s est égal à xi de s bar. Ok? Voilà, c'est bien compris. Donc ça, c'est une application, c'est pas une équivalence. D'où le théorème. Donc, théorème 1, il est démontré. Donc, si on trouve les solutions de l'équation xi de s égale xi de s bar, eh ben les racines de xi, c'est-à-dire les zéros de xi, sont inclus dans cet ensemble de solutions. Voilà. Maintenant, donc dans cette partie, tout d'abord, on définit deux applications. Holomorphe bijective et involutive. Qu'on va appeler, donc on définit deux applications G et H, holomorphe, bijective et involutive. Donc G égale, elle va de D1 dans D2. Pour S, j'associe 1 moins S. G, elle est involutive. G est la symétrie. Centrale par rapport au centre. À 1 demi 0 par rapport donc au centre 1 demi 0. Et on a G carré est égal G rangé est égal identité. On a G est égal à G moins 1. Donc G est une involution. C'est même une application conforme dont parle Riemann, les applications conformes. Elle envoie donc D1 sur D2 et le tout D1 l'envoie dans D2. Donc G envoie D1 tout entier. D1 tout entier dans D2. Entier. Et réciproquement. Et G-1 égale G envoie D2 dans D1. Tout entier aussi. Entièrement entier. Vous comprenez? Donc G est une involution qui envoie tous les points de D1 dans D2. Elle laisse aucun. Ok? Et comme c'est une bijection, chaque point, il a un seul symétrique. Chaque point ici, il a un symétrique par G. On prend S, G de S. Et chaque G de S, il va vers S par G-1 de G de S est égal S. Voilà. C'est ça en fait, G. C'est une involution, quoi. Bon, je ne vais pas tarder sur l'involution. C'est facile, tout le monde connaît. Ok, maintenant, je définis H. C'est quoi H?
c'est aussi une involution. H, donc soit H de D1 dans D2 ou D2 dans D1, comme vous voulez, qui a S, j'associe S bar. H est une involution, donc, comme pour G. Hein. Holomorphe. On va dire que c'est une application anticonforme, bijective. H est une involution. Bah, involution, c'est bijectif. Là, je me répète, mais c'est pas grave. Bijectif. H envoie D1 tout entier dans D2 tout entier. Et réciproquement. C'est-à-dire H égale H-1 envoie D2 tout entier dans D1 tout entier. Ça veut dire que si je prends S ici, n'importe où, S ici, bah j'ai H de S qui est S bar. Ça c'est H de S. Et H de S bar c'est S, comme c'est involutif. Donc H-1 et S est égal à H-1 de H de S. Voilà. H-1 de H de S. Donc, lorsque S est le conjugué de S bar, c'est S bar est le conjugué de S. Okay? Lorsque S bar est le conjugué de S par H, on a S et le conjugué de S bar par H-1 est égal à H. C'est-à-dire H rond H est égal H carré est égal l'identité, comme pour G, sur B. Sur B. Hein. D1 et D2 sont dans B. Hein. Voilà. Tout ça, ça se passe dans B. Ok. Maintenant qu'on a défini ça, qu'est-ce que H et G ont de particulier là-dedans? Puisque H envoie tout ça dans ça et tout ça dans ça, et le G il fait pareil, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, H et G, ils vont se confondre, mes chers amis. Hein? Ils vont se confondre. Où est-ce qu'ils vont se confondre? Ben, ils vont se confondre sur l'axe H et G. Voilà. H et G envoient D1 dans D2, ou même, je préfère sur. Hein. Sur. Ouais, sur D2. L'une, donc l'une par H c'est une réflexion, donc l'une par réflexion, c'est H, et l'autre par symétrie par rapport au centre 1,5, 0. Centrale par rapport à 1,5, 0. Donc,
Les deux, on voit des 1 sur des 2, et aussi on voit des 2 sur des 1. C'est pareil. Et h-1 qui est égal à h et g-1 qui est égal à g, donc toujours h et g, on voit des 2 sur des 1, l'une toujours par réflexion et l'autre par symétrie. Moi j'écris ça parce que ça c'est évident, mais il faut que je l'écrive. Centrale par rapport au centre 1 demi 0. Pourquoi je vous écris tout ça? Ça c'est des choses qui sont évidentes, mais on passe dessus. On passe par-dessus, mais c'est pas... Vous allez voir, la clé elle est là. Que la clé elle est là. La clé de la démonstration elle est là. Alors, puisqu'ils font que ça, à un moment ou à un autre, H et G, ils vont se rencontrer, puisqu'ils envoient les mêmes ensembles sur eux-mêmes, sur les autres. Ils font la même chose. Ils font exactement la même chose. H et G. Donc, ils vont se rencontrer. Ok? Ils vont se rencontrer. On en déduit que H égale G. Quand est-ce que H égale G? C'est une remarque, hein? C'est pas une remarque. H égale G si et seulement si sigma est égal à 1 demi. Ça veut dire quand la réflexion H, et ça c'est la symétrie G. Quand la réflexion H et la symétrie G se confondent, elles se confondent sur l'axe, ici. Pourquoi? Parce que regardez, H il fait ça, toujours, réfléchit par rapport à l'axe des réels. Réflexion. Donc il fait perpendiculairement ici, hop, perpendiculairement à l'axe des réels. Ok? Et S, il passe de là à là. Supposons que le S qui va être porté par G, il est sur l'axe ici. Okay. Son symétrique, il va être perpendiculaire. Son symétrique, il va être la réflexion par H aussi. Donc H et G vont se rencontrer si et seulement si sigma égale 1 demi. Et ils ne se rencontrent pas ailleurs. Donc ce qu'on déduit de ça, c'est comme H et G sont des bijections, quel que soit S dans B, il existe un et un seul S' tel que G de S est égal S' et G de S' est égal S. Pourquoi G de S'? Parce que G égale G moins 1. Entre parenthèses, donc G égale G moins 1. C'est une involution. G est une involution. Involutive. Voilà. Et quel que soit S dans B, il existe un et un seul S', tel que H de S est égal S' et H de S' est égal S. H involutive. Donc c'est pareil. Involution. Ok? Ça, vous pouvez l'appeler une proposition.
Voilà. Vous l'appelez quand vous voulez. De toute façon, c'est des maths. Ça, c'est pour appuyer le trait sur le fait que H et G sont des involutions. Ok? Alors maintenant, on a fait le théorème 1. Alors, théorème 2. Donc, une fois qu'on a défini H et G, etc., on va s'intéresser à Xi maintenant. Pour l'instant, on n'a pas touché à Xi. On n'a pas touché à Xi, on a juste étudié la bande critique. On a vu que la bande critique est dotée de deux bijections involutives. L'une qui envoie des 1 sur des 2 tout entier, et l'autre, elle envoie aussi des 1 sur des 2 tout entier. Celle-là, elle les envoie par réflexion, le H, et G, elle les envoie par la symétrie centrale. Voilà. Donc, et on voit aussi des 2 sur des 1, pareillement. L'une par sa réciproque qui est elle-même la réflexion, et l'autre par sa réciproque qui est elle-même la symétrie par rapport à un demi-zéro. Et on a montré que H et G se rencontrent en un demi. Et ça, c'est très important. Ça, c'est le... Comment dire? Et ça, c'est la clé de l'histoire. H et G se rencontrent sur l'axe. Elles ne se rencontrent pas ailleurs. Ok? Ça veut dire l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de G se confondent, chacun avec l'autre, respectivement, lorsque sigma égale 1,5. Bon, théorème 2. Théorème 2. Quel que soit S dans la bande critique, Xi de S égale Xi de 1 moins S, parce qu'on le sait, ça, on le vérifie. Mais c'est équivalent à autre chose. C'est équivalent à dire que S est symétrique de 1 moins S par G. Donc, S est le symétrique de 1 moins S par G, le G qu'on vient de définir, c'est-à-dire que G de 1 moins S est égal S, voilà, et c'est équivalent à dire que 1 moins S aussi est le symétrique. Pourquoi? Parce que c'est une bijection. Et est égale, une bijection dont la réciproque est égale à elle-même. Donc 1 moins S est le symétrique. Donc on n'invente rien, on suit ce que nous donnent les mathématiques. Moi, j'invente rien là. Là, je suis en train de vous parler de ce que me donnent les formules. C'est pas moi, j'invente rien là. Alors 1 moins S est le symétrique de S par G. L'involution G. C'est une involution. Voilà. C'est-à-dire, entre parenthèses, c'est-à-dire, G de S est égal à 1 moins S. Voilà. Donc ici, G de S égale 1 moins S, et ici, G de 1 moins S égale G de S. Pourquoi? Parce que G égale G moins 1. Voilà. Parce que G est une involution. Ok? Et là, pour cette égalité, le S bar, il n'apparaît pas. Là, on n'a pas Xi de S égale Xi de S bar, on n'a pas. On a ça, c'est tout. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Quelque chose d'important. On remarque que ici, on a quel que soit S dans la bande. Ok? Et si elle vérifie cette égalité, pourquoi? Ici, on voit bien que quand S
quand S est dans D1, A moins S est dans D2. Et quand S est dans D2, on a A moins S et dans D1. C'est pour ça qu'il y a quelque soit de toute façon. S, elle peut être dans D1 ou dans D2. C'est pour ça qu'il y a quelque soit S dans B. Mais quand S est dans D1, A moins S est dans D2. Quand S est dans D2, eh ben, A moins S est dans D1. Que signifie ce truc? Et puisqu'on a quel que soit S, de là on va déduire quoi? Qu'à chaque fois que je prends un complexe dans D1 et un complexe dans D2, n'importe lequel, cette équivalence, elle va apparaître. Je m'explique. Donc, on en déduit le théorème 3. Théorème 3. Au lieu de prendre quel que soit S dans B, donc d'après le théorème 2. Pourquoi? Parce que le théorème 2, quand on prend S dans D1, le A moins S est dans D2. Et quand on prend A moins S est dans D1, S est dans D2. Vous comprenez? Donc, soit W dans D1 et n'importe lequel, ici, dans D1. Comme le S, hein. Et Z dans D2, Xi de W, maintenant on n'a plus de S et A moins S. Hein. Là on a un ici et l'autre là. Voilà. Vous comprenez? Xi de W est égal à Xi de D de Z. Si et seulement si, Z est le symétrique de W et W est le symétrique de Z par G. Voilà. Z égale G de W. C'est par G, symétrique par G. Non? Et c'est équivalent à dire que W est le symétrique aussi de Z. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer. Et alors, on peut prendre W dans D1 et Z dans D2, mais on peut prendre aussi Z dans D1 et W dans D2. Ça ne change rien. OK? Ben, ou inversement, soit ou inversement, c'est-à-dire, inversement, ça veut dire W dans D2 et Z dans D1. Ou inversement, c'est-à-dire W dans D2 et Z dans D1. Ça ne change rien. Ça ne change rien du tout. Pourquoi? Ben, ça vient du théorème 2 qui dit que Xi de S égale Xi de A moins S. On a si et seulement si. Parce que Xi, car théorème 2, Xi de S égale Xi de A moins S est équivalent à dire que S est dans D1 et A moins S dans D2 et inversement. Ou S dans D2 et A moins S dans D1. Voilà. Parce que S et A moins S ne peuvent pas être les deux dans D1 ou les deux dans D2. Ben, c'est la bijection qu'il donne. A moins S. Comprenez? Voilà. Théorème 3, c'est fini. Théorème 2, c'est fini. Théorème 1, c'est démontré. Tout ça, c'est démontré. Maintenant, le moment crucial arrive. Le moment crucial, c'est de démontrer le théorème. Celui-là, je vais l'appeler théorème de Zamoury, hein, parce que tout cela, c'est des choses connues. Hein. Et c'est là, ça aussi, c'est un théorème important, le 3. Hein.
Le 3, il est important aussi. Et le 2, il est important. Tout, c'est important. Maintenant, théorème 4. On a fait le théorème 1. Rappelez-vous, on a dit xi de s égale 0. Ça implique xi de s égale xi de s bar. Et on a dit, on va chercher tous les s qui satisfont cette équation. Et dans ce cas, le s, le 0 de xi, il va appartenir à cet ensemble-là. Alors, quel est cet ensemble? C'est le théorème 4 qui va le donner. On va... Théorème 4, c'est... Celui-là, on veut l'appeler, je veux l'appeler théorème des Amoris. Théorème des Amoris. Mais l'autre aussi, hein. Les autres aussi, ils sont des théorèmes des Amoris. Mais bon, théorème des Amoris. Parce que je vais garder l'hypothèse de Riemann, théorème de Riemann va être celui-là, parce que Riemann c'est la classe. Alors, donc ici, théorème des Amoris, ce théorème 4 est le corollaire du théorème 3. Rappelez-vous, W et Z sont dans des trucs différents, l'un dans le domaine 1 et l'autre dans le domaine 2, ou inversement. Donc, xi de W égale xi de Z, ça veut dire que W et Z sont symétriques. J'énonce le théorème, donc, soit S dans des 1, ou des 2, hein, dans des 1 ou des 2, tu le prends où tu veux. Soit S dans des 1 et S bar dans des 2. De toute façon, S dans des 1, c'est équivalent à dire que S bar est dans des 2. Hein, vous allez voir. Xi de S est égal à xi de S bar. Tenez-vous bien. Et c'est ça le théorème. Si et seulement si, réel de S est égal à 1,5. Hop. C'est ça le théorème. Alors, démonstration. Comme c'est le corollaire de démonstration. S dans D1 est équivalent à dire que S bar est dans D2. Ok? Donc, xi de S est égal à xi de S bar si et seulement si, d'après le théorème 3. Pourquoi? Parce que le théorème 3, lorsque je prends W dans D1 et Z dans D2, ou alors inversement, xi de S égale xi de S bar, c'est équivalent à dire que S égale G de S bar, et c'est équivalent à dire aussi, qui est équivalent à dire que S bar est égal à G de S. Compris? Et donc, ici, S bar est égal à G de S, si et seulement si S bar est égal à G de S et 1 moins S, et ce qui est équivalent à dire, donc, S égale G de S bar, est équivalent à dire que 1 moins S bar, celui-là, 1 moins S bar égale S. Et c'est équivalent à dire, donc, S plus S bar, ici dans les deux cas, S plus S bar égale 1, si et seulement si, réel de S est égal à 1,5. C'est QFD. Voilà. Donc, ici, on a démontré le théorème 4 qui dit S dans D1 et S bar dans D2
Xi de S égale xi de S bar, si et seulement si réel de S égale 1 demi en appliquant le théorème 3. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, rappelez-vous du théorème 1. Le théorème 4 nous dit que xi de S égale xi de S bar, si et seulement si réel de S égale 1 demi. Le théorème 1 nous dit que xi de S égale 0 implique xi de S égale xi de S bar. Et ben voilà. Donc, xi de S égale 0 implique, parce que ça, xi de S égale xi de S bar, c'est équivalent à dire que réel de S égale 1 demi. Et ça, c'est équivalent à dire que réel de S égale 1 demi. Donc, xi de S égale 0, ça implique réel de S égale 1 demi. Et ça, c'est l'hypothèse de Riemann. On vient de démontrer donc l'hypothèse de Riemann. Donc, c'est fini. Théorème. Donc, théorème de Riemann. Je vais le réécrire. Démontré par Mourad Zamouri ou Zamouri Mourad. Ça s'écrit avec M ou 2M, hein? C'est pareil. Moi, j'écris des fois avec M, des fois avec 2M. J'aime bien le M. Donc, soit, c'est pas la peine de dire que S est à 0. S dans B et θ, la fonction zeta de Riemann, θ égale 0, réel de S égale. Quand on dit sur la bande, on sous-entend que le S ne peut pas être un zéro trivial. Ok? Parce qu'on a dit au début que tous les zéros sont dans la bande. Donc, S dans B, etc. La fonction de zeta, Riemann. C de S, zeta de S, ça implique que réel de S est égal à 1 demi. Ok? Voilà, ça c'est le théorème de Riemann démontré par Zamouri Mourad. Je vais vous refaire la démonstration si vous voulez. Théorème 4. Xi de S égale xi de S bar. Si et seulement si. Réel de S. Réel de S égale 1 demi. Théorème 3. On applique le théorème 3 qui dit que W dans D1 et Z dans D2. Xi de A, W est égal à xi de Z. Si et seulement si G de W égale Z. Si et seulement si G de Z est égal à W.
parce que G est involutive. Et théorème 1 qui dit, que si de S égale 0, ça implique, hein, c'est pas si et seulement aussi. Si de S est égal à si de S bar. Alors vous combinez ça, ça et ça, vous démontrez ça. Ok? Voilà. J'ai la symétrie par rapport au centre 1 demi-0. C'est une involution. Ok? Voilà. Donc théorème 1, théorème 4, théorème 3. Et le théorème 3, il vient d'où? Il vient du théorème 2. Le théorème 2, pourquoi? Xi de S égale xi de 1 moins S. Le S et le 1 moins S, chacun dans un domaine. Voilà, CQFD. C'était la démonstration de Riemann. C'était la démonstration de l'hypothèse de Riemann par Zamouri Mourad. N'hésitez pas d'apprécier, de commenter, de liker et de partager. Voilà. Plus on partage ça, mieux c'est. Voilà. C'est les mathématiques qui imposent les vérités, c'est pas moi qui donne des vérités. Les vérités, elles sont imposées par les mathématiques. Pas l'inverse. Nous, on fait que découvrir, que constater, c'est tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bonne continuation. Et voilà. L'hypothèse de Riemann est démontrée 160 ans après. Bon. N'oubliez jamais, l'homme n'invente rien, il ne fait que découvrir des vérités. Les vérités ne s'inventent pas. Les vérités sont découvertes par l'homme et ne sont jamais créées par l'homme. Mettez-vous ça dans la tête. Parce que les mathématiques, elles existent avant l'homme. Les mathématiques, comme c'est des vérités, elles existent avant l'homme. L'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il découvre. Il découvre, c'est tout. Il découvre des vérités. Il dit ça, et ça, et ça, et ça. Oui, ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est vrai. Tu vois? Il découvre ça, oui, ça c'est vrai. Ah oui, ça c'est faux. Oui, c'est comme ça. C'est ça la vie. Bon, allez.